épouses, amis, pères et mères. Fièrement, nous répondons à l'appel du devoir. Pour que les déplacés et les réfugiés rentrent à la maison. Pour que nos enfants reprennent le chemin de l'école. Pour que jaillisse la lumière de la réconciliation entre les peuples, pour le Mali, pour la patrie. Cette voie, nous l'avons choisie, au prix de nos vies. Nous défendrons nos couleurs. Et si nous laissons derrière nous, veuves et orphelins, nous vous prions, prenez soin d'eux. Chef d'État, un destin commun affranchi de tout impérialisme. Le message est clair et précis. Il a été résonné aux oreilles de la jeunesse sahélienne lors de la session ordinaire du Collège des chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel. Sorti massivement cet après-midi au stade Mamadou Konaté, les jeunes ont rendu hommage et remercié le président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, président sortant de la Confédération de l'AES. Célébration de Noël demain, jeudi, la fête de la nativité mise sous le signe de la promotion de la paix, de la réconciliation et de la cohésion sociale au Mali. C'est ce qui marque la quintessence des messages de l'archevêque de Bamako et du ministre en charge des affaires religieuses. Nous les écouterons dans cette édition. Tombouctou sollicite et souhaite avec toutes ses forces la présence du chef de l'État dans la cité des 333 saints pour clôturer l'année de la culture. Les populations de la ville soutiennent les idéaux du président Assimi Goïta. Elles le font savoir au cours d'un meeting de remerciement des autorités de la transition pour avoir décrété 2025 année de la culture. Là-dessus, la correspondance de Nadim Babasisi. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous suivre. Nous avons ce message de son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État à l'occasion de la fête de Noël 2025. À l'occasion de la fête de la Nativité, je souhaite à toute la communauté chrétienne du Mali et d'ailleurs, joyeuse fête de Noël. En cette période de repentance et de prière, j'invite à l'union des cœurs et des esprits dans la foi pour implorer la miséricorde divine pour notre pays qui fait face à des défis multiples et complexes. Dans la communion et dans la solidarité, prions pour la paix et la cohésion au Mali et dans le Sahel. Tout en vous invitant à multiplier les prières, j'ai une pensée pour nos défunts auxquels je souhaite un repos éternel dans la grâce divine. À toutes et à tous, je renouvelle mes vœux de bonne fête de Noël dans un Mali apaisé, uni, fort et souverain. Qu'Allah bénisse le Mali et protège les Maliens. Bamako, le 24 décembre 2025, signé le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Oui, la communauté chrétienne célèbre demain jeudi Noël, la fête de la Nativité. Elle sera marquée par des prières dans les églises. L'archevêque de Bamako et le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes, dans leur message, saisissent l'occasion pour rappeler l'importance de cet événement. Ils exhortent la communauté chrétienne dans son ensemble à fêter dans la joie en donnant une importance particulière à la promotion de la paix, de la réconciliation et de la cohésion sociale. Batraouri, compte rendu. La fête de Noël aux célébrations de la naissance du Christ est l'un des grands rendez-vous de la communauté chrétienne. Un moment de prière, de paix, d'amour pour son prochain et surtout d'appel au renforcement de la cohésion sociale. Noël est une période de lumière, de solidarité et d'expérience. Ces valeurs qui transcendent les frontières religieuses nous rappellent l'importance de l'amour du prochain et du vivre ensemble dans notre cher pays. Je salue
le rôle essentiel joué par l'ensemble des églises chrétiennes dans la promotion de la paix, de la réconciliation, de la cohésion sociale de notre pays, le Mali. Votre engagement, vous les chrétiens, spirituellement, nous inspire et nous donne encore le courage de faire le même pas que vous. Mes chers compatriotes, chers frères et sœurs de la communauté chrétienne, vous êtes engagés dans le cadre du développement de notre pays, vous êtes engagés dans le cadre de la promotion de la paix au Mali, vous êtes engagés dans le cadre de la sensibilisation de la population malienne pour être en phase avec la transition. Cet engagement pour la paix, la cohésion sociale et la solidarité est perçu par la communauté chrétienne comme un tournant indispensable dans l'édification des Mali stables où tous les fils se retrouvent. Les fêtes de fin d'année, dont notamment celle de Noël, ne sont pas célébrées par les uns et les autres pour créer des sentiments de rejet de ce que nous sommes tous, filles et fils d'un même pays qui veut nous garantir notre appartenance à une même nation. C'est l'occasion, comme toute autre fête, que nous avons pour célébrer, pour confesser notre foi en Dieu, pour affirmer notre relation d'enfant de Dieu, privilégiant la cohésion sociale et l'entente entre fils et filles du pays. L'archevêque de Bamako a aussi évoqué les moments douloureux qui ont rythmé la vie de la nation malienne, surtout en cette fin d'année 2025, avant de souhaiter le meilleur pour l'année qui s'annonce. En accueillant l'année 2026, je formule le vœu ardent qu'elle soit une année de vérité, de réconciliation et de reconstruction intérieure. Que chacun de nous accepte de se laisser transformer par la lumière du Christ, afin que notre pays guérisse non seulement de ses blessures visibles, mais aussi de celles plus profondes qui touchent les cœurs. Que l'enfant de Bethléem, prince de la paix, bénisse notre archidiocèse, protège notre nation, éclaire nos responsables et fortifie tous ceux qui œuvrent humblement pour un Mali plus juste et plus fraternel, et aussi plus unis. À toutes et à tous, je souhaite une sainte et joyeuse fête de Noël, ainsi une bonne année 2026, placée sous le signe de l'espérance, de la responsabilité et de la paix. Au ministère des Affaires religieuses aussi bien qu'à l'archevêché, les messages ont été suivis des prières pour la paix dans le cœur et au Mali. Et en rapport avec la célébration de Noël, dans ce communiqué, le ministre du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social communique en application des dispositions de la loi numéro 05-040 du 22 juillet 2005 relative aux fêtes légales en République du Mali, les journées du jeudi 25 décembre 2025, fête de Noël, et du vendredi 26 décembre 2025, lendemain de la fête de Noël, sont chômés et payés sur toute l'étendue du territoire national. Lendemain de session, hier mardi, Bamako abritait la deuxième session ordinaire du collège des chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel. Elle a marqué la fin de la présidence malienne à la tête de l'organisation, donc le passage de témoins entre les présidents sortants et entrants du collège. C'était lors de la clôture des travaux de leur deuxième session ordinaire tenue ici à Bamako. Le président Assimi Goïta souhaite un mandat fructueux à son successeur, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, qui ne tarit pas d'éloges à son endroit. Alousseinou Touré pour nous en parler. Le capitaine Ibrahim Traoré reçoit le drapeau de l'AES comme symbole du passage de témoin entre le président sortant, le général d'armée Assimi Goïta, et lui-même en tant que nouveau président de la Confédération des États du Sahel.
Le nouveau président a avant tout propos rendu hommage à son prédécesseur pour les efforts et les succès engrangés malgré les circonstances pas forcément favorables. Je tenais en tout cas du fond du cœur à remercier mon frère ici présent, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition du Mali, pour le travail énorme qui a été abattu durant ce temps depuis la création. Poser les jalons d'une telle confédération n'est pas chose aisée. Et surtout, vous avez tous été témoins de tous les défis qui ont été donc posés à nos États respectivement et à la confédération tout entière. Donc je tenais à le dire encore, merci pour tout le travail abattu, merci pour le sens de l'écoute, merci pour tous les sacrifices consentis et merci surtout à tous nos collaborateurs, les membres du gouvernement, tous les services techniques qui ont vraiment œuvré pour que cette journée soit... Le président Traoré a par ailleurs dit mesurer la lourdeur de la tâche, mais se dit en même temps prêt à relever les défis. Les succès engrangés par le président Goïta seront dès lors un bon soubassement pour son mandat, un mandat qu'il place sous le signe de la satisfaction des besoins prioritaires de nos populations. Le nouveau président s'est dit déterminé à faire de notre espace un espace de prospérité et pour cela il compte sur le sacrifice et le don de soi de tous. J'ai accepté avec beaucoup d'humilité et beaucoup d'interpellation donc cette lourde mission qui m'a été confiée. Beaucoup d'interpellations en ce sens que lorsqu'on regarde l'enthousiasme des peuples, nous devons de comprendre le message qui nous est passé, nous chefs d'État. Nous ne devons plus dormir, nous devons continuer le combat, continuer à avancer parce que les peuples aspirent à la paix. Les peuples aspirent au développement, les peuples aspirent à vivre heureux chez eux. Et c'est avec fierté que le président Goïta, qui prononçait son discours de fin de mandat, a évoqué les résultats engrangés, notamment dans les 3 principaux piliers. Notre confédération est aujourd'hui une organisation intergouvernementale dotée d'acquis majeurs, une architecture de défense collective opérationnelle, une dynamique d'intégration économique en construction et une action concertée en matière diplomatique. L'AES est désormais une réalité politique et géopolitique dont la voix compte sur la scène régionale et internationale. L'ancrage profond dans les réalités sahéliennes fondées sur les aspirations de nos populations, notre solidarité, notre héritage culturel, notre sens du sacrifice, notre résilience collective, ainsi que l'accompagnement constant de la jeunesse sahélienne et panafricaine nous a permis de faire face à de nombreux défis, en particulier en matière de sécurité, de lutte contre le terrorisme et de développement. Excellences, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, distingués invités, les succès enregistrés par nos forces de défense et de sécurité dans la lutte contre le terrorisme confortent pleinement notre choix historique, celui de prendre en main notre propre destin et d'affirmer notre souveraineté pleine et entière. Je tiens à leur rendre un vibrant hommage pour leur action quotidienne sur le terrain, action parfois menée au prix du sacrifice ultime pour préserver l'unité et l'intégrité de nos territoires ainsi que le bien-être de nos populations. Aujourd'hui, nous pouvons le dire avec force, la paix a changé de camp. Les terroristes sont traqués jusque dans leur demi-retranchement en dépit des appuis persistants dont ils bénéficient de la part des sponsors internes et externes. La création de la force unifiée et constitue à cet égard l'une des manifestations les plus éloquentes de notre volonté commune de mutualiser nos efforts et de relever ensemble les défis sécuritaires dans un contexte régional exigeant. Sur le plan du développement économique et social, en plus de la définition des politiques et programmes communs, des résultats concrets ont été enregistrés. Nous venons de procéder à l'inauguration et au lancement de plusieurs outils structurants pour le développement et la communication au sein de notre espace, notamment
la Banque confédérale, la télé de l'AS, ces instruments vont contribuer sans nul doute à renforcer notre souveraineté financière, à promouvoir notre identité culturelle et à valoriser notre vision commune sur la scène africaine et internationale. Le plein aboutissement de ces initiatives appelle à un espace libéré de toute entrave à la circulation des personnes et des biens. Objectif désormais en voie de réalisation au sein de l'AIS, matérialisé par la mise en circulation du passeport et de la carte biométrique AIS. Les protocoles additionnels relatifs aux piliers défense et sécurité, diplomatie et développement, ainsi que le protocole additionnel relatif aux sessions confédérales des parlements dont nous venons de procéder à la signature complète notre architecture institutionnelle. Cependant, le chef de l'État est conscient des efforts à déployer dans le sens de la construction de notre espace. Permettez-moi de féliciter mon successeur, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, pour les choix portés sur lui pour me succéder à la présidence de la Confédération. Son engagement et sa détermination que nous saluons constituent des atouts majeurs pour la poursuite des objectifs de l'AIS. Je suis convaincu que les actions qui seront conduites durant sa présidence contribueront à consolider davantage notre position en matière de sécurité, de lutte contre le terrorisme, de développement et de renforcement de notre action diplomatique sur la scène régionale et internationale. À la lumière de cette cérémonie de clôture, l'on peut déjà affirmer que l'AIS a fait un véritable bond en avant grâce à la détermination des présidents Abdraman Tiani, Assimi Goïta et Ibrahim Traoré, accompagnés dans leurs efforts par une population du Sahel résiliente et déterminée. La tenue de la prochaine session des chefs d'État de l'AIS sera fixée par voie diplomatique. Et juste après cette cérémonie de clôture, le capitaine Ibrahim Traoré et le général d'armée Abdourahmane Tiani ont été accompagnés à l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou par le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition. Sur place, de nombreuses personnalités de la République, notamment le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, le président du Conseil national de transition, le général de corps d'armée Malik Diaw, des membres du gouvernement, les représentants du corps diplomatique. Donc, voilà, le départ du président du Faso, accompagné par son homologue malien, c'était hier soir, juste après la clôture de la cérémonie de la deuxième session ordinaire du Collège des chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel. Tenu ici donc à Bamako, c'était au CICB. Voilà le départ du président du Faso hier soir, juste après la clôture de la cérémonie. À l'occasion de cette session, le RTM a animé des plateaux en direct pendant plus de 10 heures lundi et mardi. Des plateaux animés par des journalistes en français dans les 13 langues officielles du Mali, en Haoussa, du Niger, en Moré, du Burkina Faso. On avait sur nos antennes plusieurs invités, des analystes, des experts et des activités se sont relayées pour décrypter la vision des chefs d'État de la Confédération. Nous vous proposons ce soir de suivre quelques séquences choisies par Siliki Dambeli. Et bâtissent un monde meilleur. Soldats ne sont tous déterminés.
Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur les antennes télé de l'Office de radio et télévision du Mali. Et pour ça, AES Nebazang Fangil Kiapi Neibero, pour ça, Mali Neba Neibero, Burkina Faso Neba Neibero, Niger Neba Neibero. Jama Masukalam Soraram Akan Tasha Television au RTM Daganam Bamako. Dans la vision commune des chefs de l'État, vous avez compris qu'il y a l'aspect défense, l'aspect diplomatie et l'aspect développement. Par rapport à la défense, vous avez compris que dans tous ces pays-là, les conflits, à l'issue des conflits, les femmes payent toujours de lourds tributs. On ne peut pas rester en marge des questions de développement. Ce sont les pays aujourd'hui qui sont en première ligne en Afrique de l'Ouest dans la lutte contre le terrorisme. Il va de soi que ces pays en fassent leur priorité en termes de sécurité. Et qui de mieux, quand on a de telles problématiques, qui peut mieux nous comprendre que celui qui est confronté à des problèmes similaires. Et je pense que c'est pour ces raisons-là que ces pays se sont rapidement donné la main pour justement essayer de faire face à cette problématique ensemble. C'est la frontière qui est étrangère dans cette région, parce que la frontière, elle est la frontière qui sépare. Elle est bien réelle. Elle est réelle, mais elle est quelque part artificielle, parce qu'elle n'est pas un processus historique émanant réellement de ces peuples-là. Elle est une tracée, cette frontière-là, d'une période coloniale. C'est ce qu'on appelle la mutualisation des efforts et l'audace. Et c'est un point de non-retour. Et comme on avait dit, l'AES en 2003, c'était une question de survie. Donc il faudrait mutualiser les efforts pour dire non. Et quand on dit non, on connaît généralement les conséquences. Donc c'est ce non qui entraîne ce qu'on appelle les campagnes de désinformation, des guerres informatiques. Donc ils n'ont pas compris que l'AES, avec le général d'armée et ses collègues, ont beaucoup de tours dans les sacs. Et aussi, ce qui a amené cette rupture, c'est que nous sommes capables nous-mêmes de dire non et nous nous assumons. Je me souviens qu'au lendemain du 16 septembre 2023, donc à la signature de la charte de Liptako-Gourmand, j'avais rédigé un article intitulé « AES, une alliance de circonstances ou de convictions ». C'est la question qui m'était posée dans cet article-là. Je crois que 2 ans après, on peut dire sans risque de se tromper qu'il s'agit d'une alliance de convictions. Vous avez maintenant la réponse à ma question. J'ai la réponse à ma question 2 ans plus tard, absolument. D'accord. Parce que, pourquoi je dis cela? Je crois que l'AES a quand même à son actif un certain nombre d'acquis qu'on peut citer, notamment la force unifiée. Parce que rappelons déjà que c'est une alliance qui est bâtie sur 3 piliers, donc les 3D comme on appelle désormais, défense, diplomatie, développement. Sous les deuxièmes piliers, à savoir la diplomatie, on sait que aujourd'hui les 3 États parlent d'une même voix. Déjà en septembre dernier, on a vu que c'est le Mali donc, qui assure la présidence tournante de l'organisation, qui a porté la voix de l'AES à la tribune des Nations Unies. Autre chose qu'on peut noter, c'est qu'aujourd'hui, l'AES, c'est une réalité géopolitique. C'est-à-dire que en parlant des différentes organisations régionales, on ne peut pas ne pas parler de l'AES. On a pu connaître, c'est vrai que la libre circulation des biens, des personnes et des biens est une réalité. C'est vrai également que l'investissement de part et d'autre, la libre établissement des opérateurs, des investisseurs de part et d'autre est une réalité. Mais la monnaie est l'autre soubassement également qui vient compléter ce dispositif qui doit être largement préparé d'abord sur les ressources de ces pays, ensuite sur des investisseurs, une banque d'investissement, et après avec une monnaie qui est cotée par la ressource la mieux valorisée, c'est l'or, et c'est l'or qui est aujourd'hui. Je vais commencer par saluer l'excellente organisation par le Mali de ce sommet. C'est vraiment une réussite. Et pour revenir à votre question, est-ce que ce sommet a tenu ses promesses? Je répondrai par l'affirmatif parce qu'il y a eu beaucoup de résultats, des résultats intéressants et comme je l'avais tantôt anticipé, des résultats qui suscitent vraiment l'espoir. Il se trouve qu'en moins d'1 an, les États de l'AES
ont fait des pas de géant qui montrent effectivement que les dirigeants africains, une fois qu'ils se décident à agir véritablement, peuvent franchir des pas de géant et réussir le pari de l'épanouissement de leur peuple, du développement de leur pays en restructurant leur société et en faisant de sorte qu'ils puissent avoir des projets structurants qui ont un impact direct sur leur population. C'est vraiment un pari véritablement relevé à ce moment. Quand les trois géants sont arrivés, quand j'ai l'habitude d'entendre parler d'eux, je les vois sur les images. Ouais. Mais cette fois-ci, je les vois, disons, en chair et en os. Alors, quand ils sont arrivés, je dis, mais c'est pas possible. Ces gens, quand vous les voyez, ils dégagent une force. Ils dégagent une force et à première vue, on se demande, mais ils prennent où cette force-là? Parce que avoir autant d'adversaires, d'ennemis en face, mais rester aussi serein, c'est parce qu'on a foi en ce qu'on fait et qu'on est assuré du soutien inconditionnel de la population et surtout de la jeunesse de ce pays. Moi, je prends les présidents Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et Tchani. Je dirais, je ne fais pas de la religion, mais je les prends pour les trois rois mages qui sont penchés sous le berceau d'une Afrique renaissante. Et on fête Noël demain. Ça se passait sur votre télévision nationale. Le grand format de cette édition est consacré aux acquis de la présidence malienne à la tête de la Confédération des États du Sahel, mise en place en juillet 2024 à Niamey. Au Niger, la Confédération des États du Sahel a revu son architecture en ajoutant d'autres volets. L'organisation est désormais structurée autour de 3 piliers, défense, diplomatie et développement. Sous la présidence malienne, l'AES s'est dotée des documents qui l'identifient. Il s'agit d'un logo de l'hymne Sahel Benkan et d'un passeport. Et ce n'est pas tout. La Banque pour l'investissement et le développement, BECID AES, la télé et la radio AES sont lancées, sans oublier que la force unifiée est désormais opérationnelle avec des résultats tangibles sur le terrain. Sira Bachili, Adama Kamara, Astan Sabtourou, Djabati. L'impératif de positionnement stratégique dans un monde aux multiples visages. Et l'AES se fait une place au sein des nations souveraines. Un changement du paradigme pour des États qui ferment définitivement les portes de la colonisation pour répondre aux aspirations de leur peuple. C'est donc un Sahel debout face à son destin avec le Mali comme lead pour les premiers pas de cette marche commune de la Confédération des États du Sahel. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger. D'impact de défense mutuelle signé en septembre 2023 à travers la charte du Liptako-Gourma, la Confédération est désormais structurée autour de 3 piliers: défense, sécurité, diplomatie et développement avec un accent sur la communication. La Confédération des États du Sahel, une nouvelle entité géopolitique, et le mandat du Mali a été consacré à son opérationnalisation. Ce mandat était très sensible car il arrivait dans un contexte tendu où certaines puissances mettaient en doute l'existence même de l'AES. Au moment de la sortie du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la CEDEAO, aujourd'hui, après une année d'existence, malgré cette adversité, force est de constater que l'AES s'est imposée comme une réalité géopolitique incontournable. Dans une logique d'atteinte des objectifs précis, la Confédération s'est dotée d'une feuille de route pour sa première année. Des jalons clés qui s'articulent autour des actions majeures. La création de la Confédération actée, il fallait la concrétiser par des actions transversales. Première démarche de la présidence malienne de l'AES, le traité de création de l'entité a été ratifié par les 3 chefs d'État. Le général d'armée Assimi Goïta du Mali, le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso et le général d'armée Abdourahmane Tchani du Niger. Les instruments le notifiant ont été déposés au secrétariat des Nations Unies et à l'Union africaine. Et la Confédération a été dotée d'une identité, d'un logo, d'un drapeau et d'un hymne confédéral. Hommage au peuple du Sahel, héritier des
Des comités nationaux ont été créés dans les 3 pays, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Ils sont opérationnels et leurs actions sont focalisées sur la mise en œuvre de la feuille de route. Face au terrorisme, des stratégies communes s'imposent. Sur le plan de la défense et de la sécurité, la Confédération a mis en route sa stratégie de défense commune, coordonnant ses efforts militaires pour contrer toute velléité d'ingérence. La force unifiée a été créée, elle est opérationnelle avec son siège à Niamey au Niger. C'est une force qui est concrète, qui domine déjà son espace sur l'ensemble du théâtre unifié. Beaucoup d'opérations ont été menées, que ce soit en bilatéral ou en tripartite, parmi lesquelles les opérations Yerako 1 et 2. Beaucoup de bases terroristes ont été détruites. Les réseaux de poseurs de mines démantelés. Beaucoup de chefs terroristes ont été envoyés au repos éternel. Des axes logistiques clés comme la route Gao, Labezanga, Ayuro ont été sécurisés. Comme acté lors du sommet de Niamey par les présidents Goïta, Tchani et Traoré, l'AES met en avant une diplomatie revitalisée avec de nouveaux objectifs et plus d'engagement à atteindre des objectifs communs. À ce niveau, l'on note une identité de vue pour les États du Sahel avec une seule voix lors des grands forats. Sur le plan diplomatique, nous avons œuvré à mieux communiquer la vision de nos chefs d'État, à mieux communiquer les objectifs, à travailler ensemble pour mener un dialogue avec tous les partenaires qui respectent les principes qui guident notre action. Et je crois qu'à l'issue de ces mois d'exercice, nous pouvons aujourd'hui dire que de plus en plus, l'AES est en tout cas connu ou compris dans sa démarche, dans ses ambitions, dans sa vision et surtout dans son unité d'action diplomatique. Des secteurs clés et une trajectoire obligatoire pour le développement. La Confédération des États du Sahel porte l'ambition de ces peuples aspirant à une souveraineté pleine qui a ses clés dans celle économique. Les États du Sahel ont donc mis en œuvre des projets et programmes prioritaires. Dans un contexte de rareté de financement, le prélèvement confédéral a été effectué et qui sert de fonds de stabilisation pour faire face à d'éventuels chocs extérieurs. Les États du Sahel ont créé la Banque confédérale pour l'investissement et le développement, BCID AES, destiné à financer des projets structurants. Nous avons mis le capital à 500 milliards de francs CFA. Une banque, au niveau de la Banque centrale, le capital était récemment de 1 milliard, ils l'ont porté à 5, maintenant ils l'ont porté à 10 milliards. Mais si nous créons une banque confédérale avec un capital de 500 milliards, c'est pour vous dire l'envergure de la banque et toutes les possibilités que nous offrons à cette banque. Et il faut se rappeler qu'en matière de gestion bancaire, quand on a un capital de 500 milliards, on a la possibilité de multiplier par 4 l'encours du crédit que nous pouvons faire à partir de ces 500 milliards de francs CFA. Donc ce qui veut dire que cette banque a une capacité de démultiplier donc, les ressources qu'elle a jusqu'à hauteur de 2000 milliards immédiatement. Mais il va sans dire que plus la banque fonctionne, plus elle développe ses activités. Dans un monde en guerre informationnelle, il faut être proactif et couper court à la désinformation. La communication devient un volet indispensable, donc un maillon essentiel de la chaîne. Des outils ont été créés pour contrer les rumeurs et faire connaître une vision authentique de l'AES. Une web TV, la télévision AES implantée à Bamako et la radio AES avec son siège à Ouagadougou, ainsi que le projet de la presse écrite qui sera basé à Niamey, au Niger. Nous avons mis une stratégie en place de communication qui nous a permis de nous donner d'abord une représentation physique en adoptant un logo en décembre 2024 ici à Bamako, en créant une web télévision, en créant aussi des plateformes et puis des sites internet qui sont accessibles à tout le monde, sur lesquels nous publions l'essentiel des informations qui sont ceux de porter nos efforts de souveraineté, de solidarité
et puis de combat pour, n'est-ce pas, la magnificence de l'Afrique. Nous avons aussi travaillé pour magnifier les efforts, n'est-ce pas, de nos forces de défense et de sécurité, les efforts de notre diplomatie, et nous avons porté aussi un succès économique à tous les niveaux. Les télévisions nationales des 3 pays, dans une dynamique d'échange de programmes et de pages spéciales de l'AES fournies dans les grandes éditions, vont maintenir le cap en épaulant la télévision et la radio AES dans un esprit de complémentarité. La Confédération sous la présidence malienne a pris son envol avec une identité, des actions de développement et une voix qui résonne au plus grand fora. La destinée du Sahel tracée donc avec un cachet au quai du peuple AES, acquis à sa cause et clamant sa souveraineté à qui veut l'entendre. Le signal est fort et le message est sans embâche. L'intégralité de ce magazine à suivre après cette édition. 3 chefs d'État, un destin commun affranchi de tout impérialisme. Le message est clair et précis et il a résonné aux oreilles de la jeunesse sahélienne lors de la session ordinaire du Collège des chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel. Sorti massivement cet après-midi au stade Mamadou Konaté, les jeunes ont rendu hommage et remercié le président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, président sortant de la Confédération de l'AES. Ils ont fait entendre leur voix unifiée derrière les leaders Traoré, Goïta et Tchani, promesse d'un Sahel debout et prêt à relever tous les défis. Un tableau a été remis au ministre de la Jeunesse pour le président Goïta en guise de saluer son patriotisme et son engagement à la tête de la Confédération des États du Sahel. Retrouvons le reportage de Abdul Karim Kaba. Stade Mamadou Konaté, c'est le lieu choisi par les forces vives de la nation pour rendre hommage au président de la transition, chef de l'État, général d'armée Assimi Goïta. Cette reconnaissance pour les efforts abattus à la tête de la Confédération des États du Sahel, AES. Le général d'armée Assimi Goïta a su relever les défis à la tête de l'AES. C'était un mandat du Mali. Ce n'était pas un mandat du président, mais un mandat du Mali. Les Maliens sont fiers de ce bilan et encore une fois, ils sont fiers. Nous lui disons merci. Dans leur message de remerciement, les forces vives sont revenues sur les acquis de l'AES. Cela sous la présidence du général d'armée Assimi Goïta, président sortant de la Confédération AES. L'AES est présenté comme un mécanisme de défense collective et de lutte contre le terrorisme. La coordination sécuritaire entre Mali, Niger et Burkina Faso a été renforcée pour répondre aux menaces régionales. L'autorité de développement intégré du Liptako Gourma, ALG, a été transformée en agence chargée de mettre en œuvre les politiques de l'AES. Pour les jeunes, ces acquis sont favorables et très bénéfiques pour cette couche dans l'avenir. Au niveau de la jeunesse, ça va nous permettre d'abord de créer des opportunités d'emploi parce que quand on parle de banques, c'est d'investissement. Les projets aujourd'hui sous-régionaux, nous aurons eu la chance quand même d'être financés. Deuxième des choses, la télé AES, c'est une opportunité à la jeunesse de l'AES de communiquer sur les actions prioritaires de nos différents gouvernements. Quand vous regardez aujourd'hui la guerre d'information, la jeunesse va jouer un rôle très important à travers télé AES et la radio afin de divulguer maintenant et vulgariser des bonnes informations. En se retrouvant au stade Mamadou Konaté, les forces vives de la nation se disent fières du bilan de la présidence malienne. D'où cette reconnaissance. Nous sommes très heureux de recevoir ce cadeau pour le président de la transition de la part des forces vives de la nation. Ce qui a été fait pendant cette mandature d'une année à la tête de la Confédération des États du Sahel, c'est juste exceptionnel. Il y a eu énormément de réalisations qui ont été faites par le président et je pense que c'est aujourd'hui une reconnaissance de toutes les forces vives de la nation pour dire merci au président, merci à tous les efforts qu'il a fait, qui vont continuer, non seulement pour la Confédération, mais certainement pour aussi tous les efforts qui sont en train d'être faits ici au niveau du Mali.
En organisant ces rassemblements, les forces vives de la nation magnifient leur adhésion et leur soutien au père fondateur de la Confédération AES. Cela à travers la tenue de la deuxième session du Collège des chefs d'État de la Confédération AES. À travers cette mobilisation, la jeunesse rend hommage et remercie le président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, pour sa première mandature à la tête de la Confédération AES. Voilà, c'était cet après-midi et nous avons ces communiqués de presse. L'AMSUNEN félicite le général d'armée Assimi Goïta et le premier ministre Abdoulaye Maïga et l'ensemble des membres du gouvernement pour la réussite de la deuxième session du Collège des chefs d'État de l'AES. L'AMSUNEN félicite le peuple malien pour la grande mobilisation autour de l'événement. L'AMSUNEN félicite les 3 chefs d'État pour la mise en place d'un certain nombre d'infrastructures, Radio-Télé AES, Banque d'investissement de l'AES, la force unifiée de l'AES, pour en finir avec donc le terrorisme. Et les organisations du Forum panafricain des peuples africains expriment leur plein soutien aux chefs d'État pour le renforcement de l'intégration régionale au service des peuples du Sahel. Le Forum panafricain des peuples africains salue les avancées visant la création d'institutions communautaires et soutient la coopération sécuritaire renforcée, notamment à travers la mise en place d'une force commune, l'augmentation des capacités opérationnelles, techniques et humaines des forces armées des États membres et la coordination stratégique dans la lutte contre le terrorisme, le banditisme transfrontalier et toute forme de déstabilisation. Inauguration par le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré du centre hospitalier universitaire de Pala, et un hôpital ultra donc moderne conçu pour mieux répondre aux besoins sanitaires des populations, une infrastructure fruit de la coopération entre la République populaire de Chine et le Burkina. Le CHU de Pala est le premier d'une série de 9 à travers le pays, a signalé le président du Faso au micro de Hassan Gourabou et Ismaël Saturin Paris. L'inauguration de cet hôpital de haut standing vient donc nous prouver la capacité de certaines nations à se mettre au-dessus de toutes les considérations et tisser une amitié forte avec le Burkina Faso. Ceci est le fruit du partenariat entre le Burkina Faso et la République populaire de Chine. C'est une matérialisation concrète de ce que donc nous pouvons dire en termes de relations stratégiques qui existent entre les deux nations. Donc c'est une fierté et je pense que les médecins, tout à l'heure, ils faisaient encore des doléances et ils ont souhaité avoir ce type d'hôpitaux un peu partout au Burkina. Et à partir de cet exemple que la République populaire de Chine nous a donné, nous avons pris la décision aussi au niveau du gouvernement d'en construire 9 pareils au Burkina Faso et en commençant certainement par Fadangourma. Et au fur et à mesure, l'objectif est d'accroître le plateau technique pour permettre à nos médecins, à nos infirmiers de s'exprimer. Parce qu'ils ont du talent, en faisant des doléances, c'est pour dire qu'ils ont la capacité de faire plus tant qu'ils ont de l'équipement. Et nous allons leur donner cet espace-là. Et tout ça au profit de nos populations, pour que nos populations aient accès aux soins de qualité. Cérémonie solennelle de baptême de la 30e promotion des enfants de troupe du Prytanée militaire de Niamey. Ils sont 154 élèves issus de 11 pays africains à avoir fait leur entrée officielle, nous disent Aïchatou Bawa et Mahamadou Adamou. C'est dans une ambiance solennelle et hautement symbolique que les 154 jeunes élèves du Prytanée militaire, constituant la 30e promotion de cette prestigieuse école militaire, font leur entrée tous habillés par les couleurs du Niger avec des gestes synchronisés dans un mouvement d'ensemble pour la cérémonie de baptême. Devant la hiérarchie militaire, sous la houlette du chef d'état-major des armées représentant le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, la 30e promotion réunissant les élèves de 11 pays d'Afrique, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Centrafrique, le Congo-Brazzaville, la Guinée, le Mali, le Sénégal, le Tchad, le Togo et le Niger, désormais liés par un même engagement, un même uniforme et une même discipline, viennent d'être consacrés enfants de troupe en recevant les attributs de l'école et en prêtant serment. En intégrant cette grande famille d'enfants de troupe,
Vous avez sans peine transcendé la séparation brutale d'avec vos parents. Vous avez remplacé l'inquiétude par l'assurance, l'individualisme par la solidarité et le travail en groupe. Vos anciens vous ont jugé digne d'être présentés au fanion de votre école. Un message poignant, plein de valeurs et d'engagement a été adressé aux cadets par leurs parrains qui représentent désormais un repère pour eux. En réponse, le Benjamin de cette 30e promotion, Ahmed Sani Issa, a promis aux aînés de s'approprier les valeurs du Prytanée militaire tout en respectant à la lettre la devise de l'école qui est s'instruire pour mieux bâtir. Plusieurs démonstrations d'arts martiaux par le club de taekwondo et celui de karaté ont été présentées au public. Une photo de famille de la 30e promotion avec la hiérarchie militaire, suivie d'un défilé de l'ensemble des élèves du Prytanée militaire, a sanctionné cette cérémonie de baptême. Session de renforcement des capacités des membres de la Cour suprême. Une vingtaine de praticiens de droit de la plus haute juridiction s'approprient le nouveau code pénal et le nouveau code de procédure pénale. Tchébaro Konaté nous en parle. Leur appropriation est une nécessité absolue, s'imposant à tous les praticiens des droits. Il s'agit bien du nouveau code pénal et du nouveau code de procédure pénale, désormais en vigueur au Mali. Un arsenal juridique qui se caractérise par de nombreuses innovations introduites dans la poursuite et dans le jugement des auteurs des pratiques contraires à la loi. Surtout en matière d'atteinte aux biens publics, les sanctions sont plus sévères qu'auparavant. En matière de marché public, il y a des sanctions plus sévères que les anciennes sanctions. Et en matière aussi de garantie du procès équitable, il y a les droits de la défense qui sont respectés. Et il y a le juge de la mise en liberté, le juge des libertés qui est désormais une création nouvelle. Auparavant, il y avait la cour d'assises, on a supprimé la cour d'assises. Donc on a créé des chambres criminelles au niveau des tribunaux d'instance. Des innovations parmi tant d'autres contenues dans les deux codes qui seront développées à la faveur de cette session de formation. Une formation à l'initiative de la Cour suprême au bénéfice d'une vingtaine de magistrats qui officient au sein de la juridiction. Elle est assurée par des experts ayant contribué à leur élaboration. Ainsi, l'instance suprême s'inscrit dans une logique de modernisation de la justice conformément à la volonté des autorités. L'adoption de ces deux codes traduit la volonté des plus hautes autorités de l'État de doter le Mali d'un arsenal juridique moderne, cohérent et adapté aux réalités actuelles de notre société, tout en restant fidèle aux principes fondamentaux de l'État de droit, de la justice équitable et du respect des droits humains. Il s'agit donc d'une session de mise à niveau d'une journée devant permettre à l'institution de contribuer à garder sa réputation. Eu égard à l'importance de la session, les anciens présidents et procureurs de la Cour suprême, Nohom Tapeli et Wafi Ougadei, sont aussi invités à partager leur expérience. Et dans ce communiqué, le président de la section des comptes de la Cour suprême convie le lundi 29 décembre 2025 à partir de 10h à la Cour suprême les journalistes de la presse publique et privée à une conférence de presse sur l'audit du financement des partis politiques pour la période de 2000 à 2024. Le président de la section des comptes de la Cour suprême, eu égard à l'intérêt du sujet, s'est compté sur la présence de tous. 40e journée du comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel. Elle traite cette année de la lutte contre les effets des changements climatiques et de la sécurité alimentaire. Youssouf Diakité, reportage. Population sahélienne et ouest-africaine résiliente face aux défis de la sécurité alimentaire et aux effets des changements climatiques. C'est la thématique qui est débattue à la faveur de cette 40e journée du comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse SIRS. Et ce qui est attendu, c'est beaucoup une sensibilisation, une information. Vous savez, j'avais dit que c'est question de résilience face à des questions de sécurité, parce que d'adaptation au changement climatique. Pour preuve, vous savez, le pays a connu à un moment donné des problèmes de changement climatique, on a connu des inondations, des trucs,
Et aussi, face à cette situation multidimensionnelle que nous vivons, donc il y a question de faire renforcer cette résilience face, je ne dirais pas à la sécurité alimentaire, mais aujourd'hui, je dirais à la souveraineté alimentaire et aussi face au changement climatique. Donc, c'est un cadre idéal pour sensibiliser sur des approches. Le représentant du ministre de l'Agriculture, président de la cérémonie, a particulièrement salué le travail abattu par le Comité national du SILS. Ainsi, le Mali a bénéficié de l'intervention de plusieurs projets et programmes initiés avec l'appui du SILS, à savoir le projet d'appui régional à l'initiative pour l'irrigation au Sahel, PARIS, le programme régional d'appui au pastoralisme au Sahel, PRAPS, le projet de développement durable des exploitations pastorales au Sahel, PDD-PS, le projet régional de dialogue et d'investissement sur le pastoralisme et la transhumance au Sahel et dans les pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest, le PREDIP. Il y a également, pour terminer, bien sûr, le programme de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel, PD-PDRS. Cette journée est initialement célébrée le 12 septembre de chaque année, mais décalée cette année à ce 23 décembre pour des raisons d'agenda et de coordination. Et nous allons voir avec Ba Traoré la tenue de la 6e session du comité de pilotage du programme intégré de développement et d'adaptation au changement climatique dans le bassin du Niger. Lancé en 2020 dans le but d'améliorer la résilience de la population et des écosystèmes du bassin du Niger, le programme intégré de développement et d'adaptation au changement climatique dans le bassin du Niger PIDAC-BN Mali a connu certaines contraintes dans son évolution en 2025 selon ses responsables. Ces difficultés ont pour cause le mouvement des personnels et surtout le faible taux de décaissement des fonds. La 6e session du comité de pilotage doit donner une nouvelle orientation au programme dans l'atteinte de ses objectifs à l'orée de l'année 2026. Nous allons placer l'année 2026 vraiment comme une année charnière pour le PIDAC parce que si vous savez, le PIDAC a été prolongé jusqu'en fin 2027. Donc l'année 2027 va être une année de croisière. Cette année 2026 va voir la réalisation des grandes infrastructures que nous avons programmées, telles que les ouvrages de franchissement, tels que les périmètres irrigués, tels que les ouvrages d'évacuation. Donc bref, les infrastructures, ce qu'on appelle des infrastructures à but multiple et des infrastructures d'adaptation au changement climatique, des infrastructures communautaires. Donc ces infrastructures représentent la grande majorité des réalisations prévues dans le PIDAC. Je voudrais ici renouveler la gratitude du gouvernement de la République du Mali à l'endroit du secrétariat exécutif de l'autorité du bassin du Niger et des partenaires techniques et financiers du PIDAC, à travers la Banque africaine de développement pour l'accompagnement constant de notre pays dans ses efforts de préservation des écosystèmes du bassin du fleuve Niger et d'amélioration de la résilience des populations par une gestion durable des ressources naturelles. Le PIDAC-BN Mali est mis en œuvre dans la région de Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou et Gao. Avec le nouveau découpage administratif, le programme voit sa couverture s'étendre aux nouvelles régions de Bougouni, San et Douazan. Et pour le RTM, Mohamed Sangaré était à la 19e session ordinaire du Conseil d'administration de l'Observatoire national de l'emploi et de la formation. L'ONEF, l'Observatoire national de l'emploi et de la formation est au cœur du marché de l'emploi. Sa mission, fournir des données fiables pour que les formations des jeunes correspondent enfin aux besoins réels des entreprises. Lors de cette 19e session, le bilan a été jugé très satisfaisant. Les chiffres montrent une réelle efficacité avec un taux de réalisation des activités de 77% et une gestion financière exemplaire atteignant 97% d'exécution. Donc parmi les activités phares réalisées par l'ONEF cette année, nous pouvons effectivement citer 13 études. Parmi les 13 études, les études phares sont en fait les études qui ont été réalisées pour évaluer un peu la qualité des statistiques produites par l'Observatoire national de l'emploi et de la formation. Donc nous avons également réalisé une enquête auprès des entreprises du secteur formel pour évaluer leurs besoins en termes de formation
formation et également en termes de main-d'œuvre au cours des prochaines années. Pour 2026, l'Observatoire voit plus grand. Grâce à un budget en légère hausse, l'ONEF va multiplier ses enquêtes sur le terrain afin de produire des indicateurs précis pour aider le gouvernement à mieux cibler ses programmes de lutte contre le chômage. Donc nous avons également envisagé de réaliser un certain nombre d'études, notamment une étude pour produire les principaux indicateurs du marché du travail. Donc comme vous le savez, c'est une enquête que nous réalisons avec l'Institut national de la statistique qui permet effectivement de donner la situation globale de l'emploi dans le pays. Et pour réaliser toutes ces activités, effectivement, le budget prévisionnel tourne autour de 1,5 milliard de francs CFA. L'État joue un rôle important, mais également des partenaires de l'ONEF, notamment le PNUD, le FIDA et également le BIT. Dans le cadre de l'accomplissement de ces missions, l'ONEF a produit régulièrement les indicateurs fiables sur l'emploi et la formation. Ces données constituent des outils essentiels pour le suivi et l'évaluation des politiques et programmes publics visant la lutte contre le chômage des jeunes, le sous-emploi et la pauvreté dans notre pays. J'attends de vos échanges des décisions judicieuses et pertinentes à même de permettre à l'ONEF d'atteindre des résultats encore plus probants. À savoir que l'ONEF continue de s'imposer comme outil indispensable pour transformer les statistiques en véritables opportunités d'emploi pour la jeunesse. La Cité des enfants abrite depuis ce mardi la 7e édition du Salon de l'enfance de Bamako, SEBA. L'événement s'étend sur 5 jours et a comme thème l'impact du numérique sur l'éducation des enfants. Sokona Kamisuko pour d'autres détails. Les enfants du Mali à l'honneur à la Cité des enfants de Bamako. La structure leur ouvre ses portes à la faveur de la 7e édition du Salon de l'enfance de Bamako. Le salon est à sa 7e édition. Dans le thème intitulé « L'impact du numérique sur l'éducation des enfants ». Ici, nous voulons mettre les enfants même, la cible, au devant de la scène, pour qu'eux-mêmes puissent comprendre les enjeux du numérique sur leur vie. L'UNICEF, notre rôle est crucial. Nous restons engagés à vos côtés pour le bonheur des enfants du Mali. Il s'agit là d'une véritable opportunité pour les tout-petits afin d'échanger et de partager leur savoir-faire à travers des stands d'exposition. Le numérique est aujourd'hui un outil incontournable pour l'apprentissage de la communication, mais il peut également représenter des risques pour les enfants lorsqu'il n'est pas utilisé de manière responsable et sécurisée. Au Mali, de nombreux enfants n'ont pas encore accès à une éducation numérique saine et protégée. C'est pourquoi ce salon constitue une opportunité essentielle pour sensibiliser, former et renforcer les compétences des enfants afin qu'ils puissent tirer le meilleur profit du numérique. Vous pouvez d'ores et déjà compter sur le soutien constant de mon département à œuvrer davantage pour la promotion des droits de l'enfant à travers leur participation aux activités qui les concernent directement. La cérémonie d'ouverture a été marquée, entre autres, par le défilé des enfants, la présentation d'un sketch sur les droits des enfants et la prestation du ballet de la Cité des enfants. Et ça se passe pendant 5 jours. La Caisse nationale d'assurance maladie, CANAM, tient un atelier de sensibilisation des mutuelles de santé pour une adhésion massive au régime d'assurance maladie universelle, RAMU, à Ouadama Koulibaly, Zoumana Traoré, compte rendu. Perçu comme un système de prévoyance sociale réservé à une certaine catégorie, l'assurance maladie obligatoire demeure encore limitée dans son champ d'application. Pour cause, la méconnaissance du système du tiers payant et le fonctionnement des mutuelles de santé, pourtant mises en place pour faciliter l'accès équitable aux soins. C'est tout le sens de notre rencontre d'aujourd'hui. Informer sur le fonctionnement des mutuelles de santé et leur rôle dans le système de protection sociale. Expliquer les avantages de l'adhésion au régime d'assurance maladie universelle pour les travailleurs non salariés et leurs familles. Expliquer le montage technique et institutionnel
du régime d'assurance maladie universelle. Identifier les freins et préoccupations de la population active non salariée vis-à-vis des mutuelles de santé. Environ 200 mutuelles agréées existent sur le territoire national, dont 178 sont fonctionnelles. Pourtant, la mobilisation reste bien en deçà de l'objectif fixé, qui est de 78% de Maliens couverts. Puisque c'est volontaire, et ça bloque les adhésions parce qu'on se rend compte qu'il y a aussi un aspect sociologique de la maladie. Dans certaines communautés, les gens pensent que quand vous épargnez pour la maladie, c'est comme si vous attirez la maladie. Deuxième élément, nous pensons aussi que la communication publique autour du mouvement mutualiste est insuffisante. Selon le directeur de l'Union technique de la mutualité malienne, le gouvernement du Mali subventionne depuis 2010 50% de la cotisation des populations des secteurs informels et agricoles. Des efforts d'investissement constants pour bâtir un système de protection sociale solide et résilient. Les agents de l'INPS bénéficient de 553 titres fonciers. Il s'agit de ceux qui ont adhéré à la coopérative de l'habitat de l'Institut. Le compte-rendu de la cérémonie de remise, c'est avec Aminata Brahima Drago et Al-Kaou Traouri. Mois après mois, salaire après salaire, les travailleurs de l'INPS ont épargné un pourcentage de leurs revenus mensuels pour préparer un meilleur avenir. Un sacrifice de longue haleine dont les fruits commencent à germer aujourd'hui par l'acquisition de titres fonciers, des documents qui leur garantissent des toits conformes et sécurisés. J'avais cru à l'initiative dès au départ et c'était une opportunité qu'il fallait saisir, faire des précomptes sur le long terme. On ne se rend même plus compte qu'on a eu à investir dans ces terrains. Aujourd'hui au Mali, ce n'est pas facile d'avoir un terrain en son propre nom. Nous demandons à tous les agents de l'INPS de chercher à adhérer à la coopérative de l'habitat de l'INPS pour pouvoir réceptionner des terrains. Ça te permet aussi de continuer de faire ta vie et de mener tes activités comme tu veux parce qu'on le coupe de façon dont tu ne vas même pas ressentir. Au total, ce sont 553 titres fonciers distribués aux adhérents de la coopérative de l'Institut. Situés à Samaya, Banankoroni, Montougoula et Djatoula, ces parcelles de terrain sont obtenues grâce au combat de la coopérative qui s'est portée garante de ses épargnants. Nous avions commencé ce travail depuis 2020. Tous ces titres-là sont des titres fonciers individuels créés au nom des adhérents bénéficiaires. L'acquisition n'est pas venue des caisses de l'INPS. C'est sur le salaire des adhérents. Ce n'est pas seulement les travailleurs de l'INPS. Aujourd'hui, la coopérative est même en train de distribuer des terrains en dehors des salariés de l'INPS. On n'a jamais entendu dire que, en tout cas, des distributions de terrains qu'il y a eu lieu, il s'est révélé des problèmes. Titre foncier en main, place maintenant à la construction. À ce niveau, les agents de l'INPS sollicitent encore l'accompagnement de la coopérative qui s'est engagée pour l'amélioration des conditions de vie et de travail de ses adhérents. D'ores et déjà, elle honore ses vaillants travailleurs pour le service rendu. Dans la région de Ségou, on évalue le projet d'assistance multisectorielle aux populations déplacées, internes et autres vulnérables des cercles de Bla et de Massina. On en sait plus avec Ramata Konati. Les cercles de Bla et Massina ont pendant une année bénéficié du projet d'assistance multisectorielle aux populations déplacées internes et aux autres vulnérables. Ce projet de Care Mali, financé par LDSC, enregistre plusieurs résultats. Le projet est financé par le bailleur qu'on appelle LDSC, c'est l'LDC Charity, avec un montant d'à peu près $1 million. Au total, nous avons 750 personnes, dont 600 PDI et 150 corps vulnérables que le projet les appuie. Les activités planifiées par le projet ont été atteintes à 100%.
Nous saluons ce projet de Caire Mali et LDSC au profit de nous, les personnes déplacées internes, ici en Deboukouin. 164 ménages ont été recensés et ont reçu des kits alimentaires, des formations et semences en maraîchage et autres pendant plusieurs mois. Merci aux donateurs. D'autres déplacés attendent ce genre d'appui pour leur épanouissement. Les parties prenantes du projet, autorités locales, services techniques, personnes déplacées et leurs hôtes, partagent les bonnes pratiques et les leçons apprises pour renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des bénéficiaires. Autre secteur d'intervention du projet, l'eau, l'hygiène, l'assainissement et la lutte contre les violences basées sur le genre VBG. Beaucoup d'hommes, beaucoup d'enfants et de femmes surtout qui ont bien compris les VBG et qui ont décidé de changer positivement dans leur comportement à l'égard des uns et des autres. Ils ont assisté quand même vraiment de tout l'accompagnement vraiment nécessaire en nourriture, en habillement. Même ceux-là qui n'ont pas pu avoir des sites pour loger, en tout cas, les LDC les a accompagnés même pour la prise en charge vraiment des frais de location des maisons. Le projet de Caire Mali, qui prend ainsi fin, a démarré le 1er décembre 2024 pour une durée de 12 mois. Tombouctou sollicite et souhaite avec toutes ses forces la présence du chef de l'État dans la cité des 333 saints pour clôturer l'année de la culture. Les populations de la ville soutiennent les idéaux du président Assimi Goïta. Elles ont fait savoir au cours d'un meeting de remerciement des autorités de la transition pour avoir décrété 2025 année de la culture. Là-dessus, suivons la correspondance de Nadim Babassi. C'est dans une ambiance festive que les forces vives de Tombouctou viennent solennellement remercier les hautes autorités de la transition pour avoir attribué l'organisation de la Biennale édition 2025 à la région de Tombouctou. Mais pas seulement, un vœu leur tient à cœur. Le premier message, monsieur le gouverneur, Al-Barka à son excellence le général d'armée Assimi Goïta, pour le choix porté sur notre région, sur notre ville, pour abriter la Biennale. Le deuxième message, monsieur le gouverneur, c'est de dire très solennellement, très respectueusement à son excellence le général d'armée Assimi Goïta de bien vouloir venir clôturer la biennale artistique et culturelle. Ce meeting mobilise aussi les autorités et légitimités traditionnelles venues appuyer ce soutien. Donc toutes les populations attendent la réponse de son excellence le président général d'armée Assimi Goïta. La biennale a permis aujourd'hui de reconstituer notre cohésion que nous avons connue avant. Aujourd'hui, les quartiers renouent leur amitié et leur sincère jumelage avec les cercles, mais aussi encore avec les autres régions du Mali. Ça, c'est un premier avantage. Autre avantage matériel que nous allons ici définir, permettez-nous, c'est grâce à la Biennale, aujourd'hui que Tombouctou dispose d'une salle digne de ce nom, d'une salle de spectacle avec toute la sonorisation et toutes les commodités qu'il faut aujourd'hui pour que nous faisions face aux compétitions avec les autres régions. Après avoir remercié les initiateurs, le chef de l'exécutif régional rassure de transmettre le message acquis de droit. Je voudrais aussi remercier toute la population de la région de Tombouctou. La cérémonie de clôture, c'est le dimanche, si Dieu le voulant. Je voudrais, depuis midi déjà, que les rues de Tombouctou sentent qu'il y a une grande cérémonie exceptionnelle au stade municipal, avant l'arrivée des autorités qui viendront, bien entendu, pour la cérémonie de clôture. La note de la slameuse Hawa, magnifiant la cité des 333 saints, invite aussi le chef de l'État à venir clôturer l'année de la culture à Tombouctou. Et avant le jour de la clôture, la compétition se poursuit. Les régions de Ménaka et Kidal ont fait leur entrée sur scène. Hier soir, les deux troupes ont axé leur numéro sur la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble. Saloum Konaté, Mahmoudou Askofari, reportage. Pour cette 5e nuit de prestation, les troupes de Ménaka et de Kidal étaient face aux membres du jury. La troupe de Ménaka, première à prester à émerveiller le public à travers son ensemble instrumental avec comme titre
la cohésion sociale et sa pièce de théâtre intitulée Le silence des cimetières. Nous avons fait des compromis pour éviter le pire. Le Mali vient de très loin et il est temps que les Maliens, tous les enfants du Mali, de Kay à Menaka, de Kilikora à Todini se donnent la main pour construire leur pays parce que personne ne viendra construire le Mali à la place des Maliens. Et la deuxième thématique, c'était la pièce de théâtre, Le silence des cimetières, une métaphore dans le réalisme parce que nous avons voulu montrer des régimes qui sont succédés, les déchirures que le Mali a vues. Je suis satisfait de ce que la troupe a présenté. Quand tu prends la pièce de théâtre, le débat très sous au départ et les acteurs ont fini par s'entendre. C'est ça qu'on demande, s'entendre sur l'essentiel pour que le Mali soit, pour que la paix, le vivre ensemble soit. Quant à la troupe de Kidal, elle amorce sa prestation par son ensemble instrumental intitulé Tamina ou la cohésion sociale. La danse traditionnelle cheminée est finie avec la pièce de théâtre Tendé mettant l'accent sur la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble. Pour que nos cœurs ne durcissent pas comme la terre sèche. Par rapport à la pièce, on a pris un instrument du terroir, le Tendé. C'est un instrument qui est fédérateur entre les populations. Donc on l'a fait pour que les gens sachent que le Tendé peut soigner. Parce que si on dit que tu as perdu ta culture, c'est la dire que rien ne te reste. La majorité de tout ce que je vis chante la réconciliation et de vivre ensemble. Et de soutien de la transition et des femmes. Je trouve que c'est très positif et c'est très bon. Ma troupe de la région de Kidal, elle a mouillé les maillots que les meilleurs gagnent. Acclamés par le public, les deux régions frappées par la crise ont appelé à l'unisson et à l'engagement au profit du développement. Nous souhaitons une bonne fête de Noël à toute la communauté chrétienne du Mali. Bonne prière et bon festin dans la joie et la communion. Je vous retrouve demain 20h et nous disons un grand merci à nos téléspectateurs de San, de Téné et de Baramandougou. Voilà, bonsoir.